Vous êtes sur Génération News sur Média TV. Merci de nous recevoir chez vous. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. Le procédé de l'émission, vous connaissez un petit peu. Génération News, l'émission scindée en deux parties. La première sera consacrée au vieillissement. Pourquoi aujourd'hui les jeunes ont-ils peur de vieillir? Nous en saurons un peu plus en première partie d'émission avec mes invités du jour. Et en deuxième partie d'émission, mes invités et moi, nous allons faire un focus sur la parole. Pourquoi aujourd'hui on a l'impression que la parole est une arme dangereuse? En quoi, évidemment, le fait de parler à quelqu'un d'une manière un petit peu agressive ou pas peut déranger l'autre? Vous en saurez également un peu plus en fin d'émission. Et ils sont là avec moi sur ce plateau de Génération News. Il s'agit de Novélie. Novélie, vous êtes étudiante en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci à vous, Régis, de m'avoir invité. Nous avons également le plaisir de recevoir Ange. Vous êtes étudiant en comptabilité et gestion. Toujours un plaisir, évidemment, de te recevoir sur ce plateau de médias. Merci de m'avoir reçu. Présentation continue avec notre amie Ruth. Vous êtes étudiante en journalisme et communication également. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci de m'avoir invité. Et on termine avec Shadrach, étudiant en droit des affaires. Merci d'être les nôtres aujourd'hui sur ce plateau de Génération News. C'est moi qui vous remercie. Les amis, très heureux de vous recevoir aujourd'hui. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. La première thématique, je l'ai dit, je l'ai annoncé dans mon introduction, nous allons parler un peu du vieillissement. Pourquoi les jeunes ont si peur de vieillir? Cette jeunesse qu'on représente évidemment aujourd'hui, les amis, sur ce plateau de Génération News. Je vais démarrer par toi, Novélie. Est-ce que déjà tu ressens cette peur de vieillir? Si oui, pourquoi? Pourquoi as-tu peur aujourd'hui de te retrouver avec des cheveux blancs et avec des rides? Merci pour la question. Personnellement, j'ai peur de vieillir parce que je me dis que en étant vieille, je vais perdre certaines habiletés, disons la force physique, et puis ça va m'empêcher de faire certains loisirs et aussi de pratiquer certaines activités. Quand tu parles de loisirs, c'est quoi? Aller s'amuser Quand je suis jeune, je m'amuse, je vais en boîte, je vais en balade avec mes amis tous les samedis ou les vendredis, dimanche soir. On se fait une partie de plage. Et du coup, tu penses que le fait de vieillir, ça va un petit peu t'empêcher de faire tout ça? Ça va m'empêcher parce que je me dis qu'être vieux, c'est aussi avoir certaines responsabilités, d'où le moment où on a une famille à qui on doit montrer un exemple. Mais les vieux, entre guillemets, savent s'amuser aussi. Par exemple, il y a des endroits, alors peut-être pas, on ne va pas peut-être parler de boîtes de nuit ou discothèques, mais il y a des endroits un peu soft où des personnes de troisième âge se retrouvent pour danser de la salsa ou pour partager un verre de bière ou autre chose. Du coup, on s'amuse aussi quand on est vieux quand même. C'est vrai que les vieux s'amusent, mais ils s'amusent avec modération. D'accord. Pas comme quand mais toi, c'est l'illimité en fait. Oui. D'accord. Mon cher Ange, oui, vas-y. Le jeune, il se lâche, il n'a peur de rien. D'accord. Mais le vieux sera avec modération. Il se dira peut-être qu'il y a les gens qui ont le même âge que mes enfants, donc je dois un peu limiter. Non, mais il y a des coins aussi réservés uniquement pour personnes de troisième âge, où on retrouve très peu de jeunes. C'est vraiment ces personnes-là qui se retrouvent entre elles, entre vieux ou vieilles, entre guillemets. Il préfère aller dans ce genre de coin pour se sentir plus à l'aise. Mais ils s'amusent aussi. Oui, donc en fait, toi, si je comprends bien, pour résumer ce que tu dis, ton inquiétude au niveau de la vieillesse, c'est beaucoup plus la perte physique et puis le divertissement, en fait, qui va être très limité et très circonscrit. Oui. Alors, mon cher Ange, la question, je te la pose aussi. Est-ce que toi, tu t'es déjà projeté 60 ans, 70 ans plus tard, avec des cheveux blancs, avec une barbe blanche, comme le Père Noël, et d'avoir une canne pour avancer, pour marcher? Si oui, comment tu appréhendes ça, toi, dans 60 ans plus tard? Merci Régis pour la question. Déjà, vieillir, c'est faire le deuil de ce que l'on était, faire le deuil de sa force, faire le deuil de certaines compétences, faire le deuil de beaucoup de choses. Déjà que les vieux ne pourront pas faire ce que moi je fais aujourd'hui. Entre jeunes, nous pouvons faire du lundi au samedi, on sort de 6h à 19h. Un vieux, il ne peut plus faire ça. Et vieillir, souvent, est rattaché au synonyme de faiblesse. De fragilité, et personne ne veut être fragile. Du coup, moi, j'ai très peur de la vieillesse parce que je veux rester à la mode, et nous sommes dans une génération très axée sur le physique. Et nous avons des idéaux de beauté, surtout avec
la télé-réalité. Non, mais il y a des gens qui vieillissent bien, hein. Enfin, pour utiliser l'expression, quoi, bien vieillir dans le sens où il n'y a pas de rides. Si la personne vous donne son âge, tout de suite, vous allez vous dire non, c'est impossible. Tellement la personne est bien conservée. Donc, oui. Mais donc, l'inquiétude pour toi, c'est pas tant au niveau du physique, c'est beaucoup plus au niveau de l'amusement aussi, un peu comme Novelli. Quoique le physique aussi, voilà, ça compte pour toi. Ouais. D'accord. Il y a le physique et aussi au point de vue médical. On devient fragile. Et notre système immunitaire aussi devient très fragile. Il y a déjà ça. Mais... C'est vrai que quand on est très avancé en termes d'âge, on perd notre système de défense. Ouais, donc c'est oui. Et les vieux en général sont beaucoup plus exposés à certaines maladies. D'accord. Et c'est là l'inquiétude pour toi, mon cher Ange. Ouais, c'est là l'inquiétude. Mais les Chinois, ils s'en sortent quand même bien. Quand je vois chez les Chinois, je ne sais pas comment ils font. Mais tu vas voir un vieux Chinois de 80 ans qui peut monter des escaliers qui font 80 km et il est tranquille. Ouais. Mais en Afrique, je ne sais pas, c'est peut-être dû à leur thé, leur tisane. Ou... Bah justement, est-ce que, Shadrach, par rapport à ce que Ange vient de dire, est-ce que c'est, selon toi, est-ce que c'est purement culturel? Je veux dire, le fait de bien vieillir, entre guillemets, parce que s'il prend l'exemple de nos amis asiatiques, c'est qu'en fait, comme il a dit, hein, c'est peut-être l'utilisation des plantes et tout le reste. Or, en Afrique, on a beaucoup plus l'impression que quand on est vieux, c'est beaucoup plus le rester à la maison, il n'y a pas d'activité, on est très tenté parfois de consommer tout ce qu'on trouve sur la table, donc on n'a pas vraiment une bonne hygiène, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est purement culturel, selon toi, le fait d'avoir toujours ce physique-là d'un jeune, or au fond on est très vieux en termes d'âge? Oui, d'une part je dirais oui, parce que déjà le constat fait en Afrique, la plupart des vieux que j'ai rencontrés ne font pas de sport. Ils ne font pas de sport, ils ne mangent pas sainement. Déjà, parce que quand on parle de culture aussi, on parle de ça, de manger sainement. Parce que c'est celui qui va prendre un thé le soir, certainement il va prendre, je ne sais pas, un morceau de pain. Par rapport à celui qui va prendre, je ne sais pas moi, du chikwang le soir et puis il va aller dormir. Donc la digestion ne sera pas la même. Donc déjà, il y a le sport. Il faut faire du sport, pas forcément aller en salle, parfois marcher, aussi savoir se reposer. Savoir se reposer. Se reposer, c'est pas seulement sur le cadre physique, même psychologique. Donc, arrêter de penser, arrêter d'imaginer à certaines choses et parfois rester calme. On vieillit plus quand on pense beaucoup, c'est ça? Oui, il y a certaines personnes, et oui, le plus souvent aussi, certaines personnes ont la manifestation des cheveux blancs parce qu'elles réfléchissent beaucoup. D'accord. Ouais, ce qu'on appelle les cheveux point-vaisselle, ou la barbe point-vaisselle, donc c'est avec cette petite tache blanche sur la barbe. Donc oui, effectivement, comme tu l'as souligné, mon cher Shadrach, ça peut être d'ordre culturel aussi, hein, le fait que nos amis consomment beaucoup plus des plantes traditionnelles qui permettent en tout cas à nos amis asiatiques de toujours avoir un corps physique plutôt intéressant, j'ai envie de dire, et qui n'a rien à voir, qui ne cadre pas du tout avec leur âge. Ma chère Ruth, alors évidemment la question aussi, je te la pose, hein, celle la même que notre ami Novelli. Est-ce que toi aussi, 60 ans plus tard, on s'inquiète un petit peu de se retrouver un petit peu dans le rang des personnes du troisième âge? On a peur de vieillir? Bon, moi, dans l'ensemble, j'ai pas vraiment peur de vieillir parce que je me dis que c'est un chemin qu'on est tous appelés à emprunter. Ouais, c'est une convocation obligatoire. Voilà. Exactement. Donc, ce que je redoute, c'est peut-être le fait de ne pas avoir assez de temps pour faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Parce que la jeunesse, ça passe vite. Hein. Ouais. La jeunesse, ça passe vite et du coup, la vieillesse, on se dit, est-ce que je suis prêt pour affronter vraiment ça? Parce qu'il y a, comme il a souligné, quand Ange l'a souligné, le vieillissement, il y a le ralentissement. On se dit, je ne peux plus faire telle ou telle activité. Oui, mais est-ce que vieillir, parce que là, je vous entends, on a l'impression que c'est pas super intéressant de vieillir, mais est-ce que quelque part c'est pas aussi une bonne chose de vieillir, Ruth, parce que quand on vieillit, déjà vous avez vu sur le plan administratif, à partir d'un certain âge, on vous demande d'aller vous reposer, ce qu'on appelle la retraite. Est-ce que le fait aussi pour une personne de troisième âge de se retrouver à la maison, c'est pas bénéfique par exemple de profiter réellement de la vie, du coup, de profiter de ses enfants, de sa petite famille, de ses petits-fils, de ses petites filles et tout? Est-ce que c'est pas plutôt à ce moment qu'on commence vraiment à apprécier la vie, le côté, on va dire, très intéressant de vieillir? Là aussi, ça dépend des cas, en fait, parce que en Afrique, tu peux vieillir et tes enfants vont te prendre, aller te mettre
dans une maison de retraite, ou au village, et tu te retrouves seul et tout, c'est assez déstabilisant. Mais par contre, en Europe, il y a quand même une assistance, du coup tu vieillis, mais tu es entouré et tout. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Quel est selon vous, parce que là la question est posée, Novélie, est-ce qu'il y a un bon côté à vieillir, je veux dire, pour toi? Est-ce qu'au-delà du fait qu'on perd physiquement nos capacités, au fait que voilà, sur le plan du divertissement c'est un peu limité, mais est-ce qu'il y a le bon côté de vieillir? Il y a le bon côté à vieillir parce que quand on est vieux aussi, c'est une manière de se reposer, de profiter de ses petits-fils, ses arrière-petits-fils, avoir une vie tranquillement en famille comme on n'a pas pu pendant qu'on était jeune parce qu'on était occupé avec des activités professionnelles. Mais quand nous sommes retraités, on se dit qu'on n'a plus rien à faire, on ne peut que jouir de ce qu'on a sémé, disons. Voilà, justement, oui, parce que c'est le principe de la retraite, donc se reposer et de pouvoir profiter. Profiter avec nos petits-fils, nos enfants, passer du bon temps en famille, aller par exemple à la campagne, les vacances, une bonne saison en famille, partager un repas chaque soir, papy fait des petits contes, tout ça, ça réjouit. Mais justement, quelle est la relation que vous entretenez personnellement, ma chère Novélie, avec ton grand-père ou avec ta mamie? Est-ce que quelque part, tu t'es déjà aussi projeté en fonction d'eux, de se dire, ah, si mamie est comme ça, moi j'ai peur de me retrouver dans la même position que mamie, parce que mamie a du mal à marcher, elle a du mal à sortir. Est-ce que quelque part, l'inquiétude aussi pour toi de vieillir, c'est tout de suite vu au travers de ta grand-mère? Déjà, mon grand-père, je l'ai perdu. J'étais encore toute petite. D'accord, paix à son âme. Oui, personnellement. Et ma mamie, elle est toujours en vie. J'ai envie d'être comme elle parce qu'aujourd'hui, elle se sent épanouie avec ses petits-fils. Elle est à l'aise. Elle vit une vieillesse paisible. D'accord. Bon, c'est tout le mal qu'on nous souhaite, hein, de vivre cette vieillesse paisible. Ange, il y a un autre point, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui vont à la recherche de on va dire, la cure de jouvence, c'est-à-dire de toujours rester jeune. Dans certains pays très développés, en l'occurrence les États-Unis, et même dans certains pays en France, l'Occident de manière générale, il y a un produit très utilisé en l'occurrence par les femmes, hein, beaucoup plus, même les hommes aussi se lancent un peu dans l'utilisation de ce produit, c'est le Botox, ce produit qu'on utilise pour ralentir le vieillissement du visage, retirer tout simplement les rides. Est-ce que tu comprends aujourd'hui ces personnes-là qui sont justement à la recherche de cette jeunesse éternelle? Est-ce que tu comprends ces personnes? Personnellement, moi je ne les comprends pas, parce que tout est vanité sur cette terre. Le corps est une enveloppe charnelle que Dieu nous a donnée. C'est comme si on le louait, un jour on va le rendre. Donc c'est normal de vieillir, c'est normal d'avoir des rides. C'est logique. Le corps va se fatiguer. Et même si on met du Botox, personne n'est, comment on dit ça, immortel. Donc un jour on va partir. Et en faisant tout ça, on peut accélérer notre mort aussi. Il y a ça. Et aussi au point de vue sur la religion, Dieu est contre ça. Donc ça veut dire que pour moi, je suis contre. D'accord. Complètement contre. D'accord. Shadrach, c'est vrai que le Botox aujourd'hui, c'est un petit peu, comme je l'ai dit, ce produit-là qui permet à certaines personnes de rester toujours jeunes. Est-ce que aussi, quelque part, le regard de la société aussi pousse ces personnes-là à aller chercher l'éternelle jeunesse? Parce qu'en général, comme vous l'avez dit, quand on parle de personnes de troisième âge, on a la connotation qu'on a souvent, c'est une connotation parfois un peu péjorative, parce que tout à l'heure, tu parlais d'être à la mode. Et est-ce que le fait d'avoir cette impression d'être démodé, j'ai envie de dire, est-ce que c'est ça aussi, ce regard de la société qui pousse les gens à aller toujours chercher la jeunesse éternelle? Oui, je dirais oui, parce que aujourd'hui, nous avons fait aussi un constat très amer, celui du complexe. Voilà. Certaines personnes sont aujourd'hui à la quête de certaines choses parce que on se compare à un tel. On a vu une autre mamie en route, on se dit, mais attends, mais je ne veux pas faire comme elle. Donc je prends pour, comme vous avez dit tout à l'heure, effacer les rides. Mais après aussi, ce produit peut quelque part aussi accélérer notre vieillesse à l'intérieur. Parce que la vieillesse, c'est à deux niveaux, à l'intérieur et à l'extérieur. Si tu soignes l'extérieur,
rassure-toi aussi que l'intérieur soit aussi soigné. Sinon, parce que si l'intérieur vieillit avant l'extérieur, ce sera compliqué. D'accord. Et justement, on parle de vieillissement, on parle de vieillir, on parle des personnes de troisième âge. Ruth, pour toi, à partir de quel âge on est vieux ou bien à partir de quel âge on se retrouve dans ce cercle très ouvert des personnes du troisième âge, selon toi, évidemment? Selon moi, je dirais à partir de 55 ans. À partir de 55 ans, on est considéré comme une personne de troisième âge. 60 ans, oui. D'accord. Peu importe comment est-ce qu'on va, comme il disait, s'injecter du botox et tout, mais au fond de son, on sait qu'on a dépassé, qu'on est vieux. Voilà. Voilà. Justement, parce qu'il y a des gens, est-ce que vous comprenez par exemple, Novélie, les gens qui sont, on parle en général de la crise de la quarantaine, quand on a 40 ans, je vous souhaite d'arriver à cet âge évidemment, quand on a 40 ans, on parle toujours de cette crise, les crises de la quarantaine. Pour toi, ça se manifeste comment? Est-ce que ça se manifeste dans le sens où, à partir de 40 ans, on est dans le juste milieu? Parce que si on se fie à ça c'est son point de vue personnel, Ruth, à partir de 55 ans, on est considéré comme une personne de troisième âge ou 60 ans. Est-ce que du coup 40 ans, on a l'impression qu'on est dans le juste milieu? Et du coup, pour toi, c'est quoi, quelle définition tu apportes de cette crise de la quarantaine? Est-ce que c'est le fait de se dire je me rapproche de la vieillesse et de l'autre côté je suis encore jeune, donc je dois profiter de la jeunesse pour mieux préparer ma vieillesse? Est-ce que c'est beaucoup plus ça, ta définition de la crise de la quarantaine, ou bien tu en as une autre? Si oui, partage-nous, on est très curieux, ma chère Novélie. Bon, pour moi, la crise de la quarantaine, c'est pas trop flagrant parce que il y a certaines personnes qui ont 40 ans qui se disent qu'ils ont encore peut-être 20 ans, 30 ans. C'est peut-être à partir de 50 ans qu'on peut avoir cette crise de la quarantaine et puis essayer de s'asseoir, prendre certaines décisions. D'accord. Donc c'est beaucoup plus ça, hein, c'est-à-dire qu'à partir de 40 ans maintenant, on va dire c'est l'âge où on commence à réfléchir un peu à la suite. Hein, à la suite. Oui. D'accord. On va revenir sur un autre point. Ruth, je viens à toi parce que évidemment c'est un constat. Avant de laisser la parole à nos amis ici, Ange et Shadrach. Alors, quand on parle de vieillir, en général, c'est très mal perçu par les femmes, par la gente féminine. Pourquoi les femmes ou les jeunes filles de manière générale ont peur de vieillir? Bon, parce que d'abord, la jeune fille, elle a tendance à vouloir toujours être belle, être jeune et tout. Oui. Et la jeune fille prend vraiment à cœur le regard de la société. Enfin, le physique, voilà. Oui, le physique. Parce que quand je disais 55 ans, 60 ans, le corps de la femme s'affaisse. Du coup, on n'a plus... Enfin, s'affaisser, elle perd un petit peu, ouais, d'accord. Non, mais on a compris dans quel sens vous voulez aller. Ouais. On n'a plus cette vigueur-là et tout. Et on s'est dit, comment est-ce que les gens vont me regarder et tout? C'est quand même assez compliqué, oui. D'accord. Et pour les hommes, on l'assume, mon cher Ange. Facilement, on assume le fait de vieillir. Et d'ailleurs, le constat, c'est qu'en général, quand on dit d'un homme, c'est le compliment que les hommes, en général, c'est que tu vieillis bien. Et c'est quoi bien vieillir pour toi? Et puis pourquoi c'est plus facile pour nous d'assumer le fait de vieillir? Bah, déjà, les hommes, ils vieillissent difficilement, si on peut dire ça comme ça. Je vais prendre l'exemple d'une fille qui est de ma promotion. D'accord. Elle ne peut plus faire un footing pendant 1 heure. Mais moi, jusqu'aujourd'hui, je fais du judo, je fais de la boxe. D'accord. Et pourtant, je suis là. Mais quand je prends ma cousine, on a le même âge, on dit, bon, on va faire du footing à la plage. Elle n'arrive pas. Ouais. Donc, quand on arrive avant la corniche, elle tombe. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà commencé à vieillir. Et puis, quand on était petit, on nous disait que les filles grandissaient plus vite que les garçons. Donc... Ouais. Et en tout, hein, c'est-à-dire que la femme, déjà très tôt, elle est vite préparée déjà à être la future femme, la future mère. Donc, ce qui fait que très tôt, la femme commence à avoir des responsabilités, même si elle ne les vit pas, enfin, elle ne les porte pas vraiment, mais je crois qu'il y a une préparation déjà qui commence avec maman à préparer la jeune fille. Voilà. Donc, du coup, aussi, il y a un peu ces points à l'intérieur. Ça se sent vraiment. Déjà, sur le point du mariage, aujourd'hui, je vois que les filles, elles sont obsédées par ça. Ouais. Mais quand tu dis à un garçon, bah, tu te maries comme pour lui, c'est une prison. Donc, un homme, il commence à penser au mariage peut-être à 32 ans, 33 ans. Ouais, c'est ce qui explique l'effet inverse, parce que, comme on l'a souligné, les femmes ont beaucoup plus peur de vieillir, mais chez les hommes, on a l'impression que c'est tranquille. C'est naturel, c'est tranquille, on l'assume, le fait de vieillir et d'avoir des cheveux tout blancs là sur la tête. Et donc c'est beaucoup plus ça. C'est l'effet inverse, c'est compréhensible chez la gente masculine. Il n'y a pas de problème, on vieillit bien. Et puis les hommes sont plus actifs dans la vieillesse. Par exemple, moi, j'ai vécu avec mon grand-père.
jusqu'à sa mort, paix à son âme. Il conduisait, il faisait tout, plus que même mon père, tu vois. D'accord. Donc il était vraiment fort. S'il faut aller en boîte avec lui, tu pars en boîte avec lui. Si c'est lui qui doit conduire, il va conduire. C'était aussi un judoka, il monte, il fait le judo avec toi, mais il avait 95 ans. D'accord. Ouais, effectivement. Et, c'est comme Shadrach l'a dit, c'est une question de... c'est psychologique aussi quelque part, parce qu'à partir d'un certain âge, il faut préparer sa vieillesse. Et Shadrach, je reviens à toi justement, du coup, comment préparer ça en fait? C'est tout le temps faire du sport, c'est tout le temps se dire que je suis vieux et qu'il y a certaines choses que je dois plus faire, ou bien avant de vieillir, voici comment je dois faire. Comment accepter l'idée de vieillir dans les prochaines années? Tu parlais de préparation psychologique, oui, mais comment se préparer à vieillir? Déjà, on va partir de base à ce que on doit d'abord l'accepter. Il faut accepter que j'ai vécu jusqu'à un certain âge, mais à tel âge, je commence à rentrer déjà dans autre chose, qu'on appelle la vieillesse. Alors maintenant, comment préparer sa vieillesse? On va préparer sa vieillesse, déjà comme je parlais sur le plan psychologique, il y a des soucis auxquels les jeunes sont confrontés, que lorsque nous sommes déjà vieux, on doit éviter. On doit éviter, par exemple, comme je vous ai dit, le vieux, s'il passe le temps à réfléchir ou à s'inquiéter comme le jeune, il a de fortes chances de tomber dans ce qu'on appelle la tension. Et la tension peut causer l'AVC un jour et puis nous lâche. Donc il faut éviter de beaucoup réfléchir, il faut éviter le stress, de s'inquiéter, il faut éviter de stresser et il faut savoir prendre la vie du bon côté. Est-ce que, comme je disais tout à l'heure à Ruth, est-ce que c'est pas à ce moment qu'on commence vraiment à apprécier la vie? Parce qu'on n'est plus vraiment stressé par le boulot, on n'est plus stressé par le salaire qui vient pas à temps, on n'est plus vraiment stressé par autre chose. On est simplement, nous, à la maison. Et on est plus stressé par l'idée de se lever le matin à 5 heures pour aller au boulot, on peut faire la grasse mat. Donc est-ce que ça aussi, c'est pas quelque part, on va dire, le bon côté aussi de cette vieillesse-là, enfin de se retrouver dans ce cercle des personnes du troisième âge? Mon ami Novelli l'a dit tout à l'heure, la vieillesse, il a un très bon côté que j'apprécie, c'est le côté de la récolte. C'est-à-dire la jeunesse, on a été comme un semeur, et la vieillesse, on est là, on est assis dans son fauteuil, on admire, comme les autres ont dit, on admire les petits-fils, comment ils jouent à la cour, on regarde nos enfants, comment ils grandissent, et puis je pense que l'une des peurs qu'on a de vieillir, c'est de ne pas voir nos enfants grandir et peut-être faire au-delà de ce que nous, on était peut-être censés faire, mais qu'on n'a pas vraiment eu des occasions et qu'on n'a pas vraiment eu la chance, en fait. Parce que il est dit couramment qu'un père veut toujours que son fils fasse mieux que lui. Toujours. Donc je veux voir mon enfant grandir, je veux voir mes petits-fils, parce qu'aujourd'hui, déjà aussi, il y a un complexe dans le monde. Je peux appeler l'enfant d'autrui mon petit-fils, mais quand j'ai mon propre petit-fils dans les mains, ça fait autre chose. Voilà, ça fait autre chose. Donc je veux vieillir pour soulever mes petits-fils, pour m'amuser. Et comme elle a dit tout à l'heure aussi, raconter des contes. Parce que on dit souvent que les vieillards sont comme une bibliothèque. Ils ont tellement d'expérience, ils ont tellement de maturité. Ils ont emmagasiné beaucoup d'informations. Voilà, donc c'est un peu ça. Tu peux retrouver, il y a des choses qu'on ne dira pas forcément à l'école, mais que lorsque tu t'assois avec un vieillard, tu auras comme des directives par rapport à la suite, par rapport dans le monde professionnel, prenons l'exemple, ou même pour ceux qui sont religieux. Parce que le grand-père, il a une certaine expérience, il a fait certaines, on va dire, il a fait certains... Enfin, il a un parcours. Voilà, il a un parcours, certains exercices spirituels qui ont amené certaines choses qu'il aimerait aussi qu'il fasse. Parce que sur le plan spirituel, par exemple, pour ne pas m'éterniser, il y a des grands-pères qui veulent que leurs petits-fils soient héritiers de certaines choses. Déjà. Donc, pour être héritier de certaines choses, il faut être auprès du papy. Donc, si je comprends bien, en fait, notre ami Shadrach, lui, déjà, son souhait, c'est d'arriver à vieillir à un certain âge, mais de pouvoir voir ses petits-fils grandir et de pouvoir conter des histoires à ses petits-fils. On va avancer avant, évidemment, de clore cette première thématique. Il nous reste quelques minutes, les amis. Alors, Ruth, je viens à toi parce que tout à l'heure, tu prenais l'exemple entre l'Occident un petit peu et l'Afrique, notre continent.
continent en parlant du fait que c'est beaucoup plus l'inverse, hein, parce qu'en Afrique, on a tendance à être beaucoup plus proche de nos grands-parents quand on vieillit, de manière générale. Mais en Occident, il y a des maisons de retraite, donc en général, on met nos papis, bien nos mamies dans des maisons de retraite. Est-ce que ça aussi, ça vous fait peur? Je veux dire, si jamais c'était l'inverse, si en Afrique, on avait ce procédé-là, est-ce que vous, ça te fait peur, Ruth, de se dire que dans quelques années, je vais vieillir et mes enfants vont, entre guillemets, m'abandonner? Est-ce que ça aussi, ça te fait un peu peur? Bah, non, pas spécialement. J'ai pas forcément peur de ça. Mais moi, je me dis que si j'ai eu à faire des enfants, de là aller me mettre dans une maison de retraite, qu'est-ce que parfois je vous ai fait? Toi, hein, parfois c'est pas toi, parfois c'est les enfants qui décident de te mettre dans une maison de retraite. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai fait aux enfants pour qu'ils puissent me mettre on ne sait pas, Ruth, on ne sait pas. Moi, je dis limite, c'est méchant parce qu'une personne qui vous a pris, qui s'est occupée de vous et tout, de là aller la déposer dans une maison de retraite, c'est limite méchant. D'accord. Alors les amis, ici, on va ramasser vite fait ce qu'on s'est dit sur la première thématique avant de clore. Évidemment, cette première partie, on est tous d'accord, on a peur de vieillir. Mais les raisons, vous les avez évoquées, c'est beaucoup plus sur le plan de la maladie, hein, la santé, le social, le divertissement et plein d'autres choses, en l'occurrence le physique. Les amis, on va marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de Génération News. On parlera de la puissance de la parole. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Les amis, je l'ai dit avant de marquer une courte pause, on va tout de suite épiloguer sur la deuxième thématique. Les amis, elle est consacrée à la parole. Pourquoi aujourd'hui la parole est vue comme une arme dangereuse? Shadrach, je me tourne vers toi. Déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu entends par parole? C'est quoi la parole? Et pourquoi elle est vue comme étant une arme dangereuse, selon toi, évidemment? La parole est un outil de communication. D'accord. Donc, perçu comme un danger, parce que en fait, l'homme, dans son intention, lorsqu'il parle, il ne pense pas comment l'autre la reçoit. La reçoit. Voilà pourquoi il y a un philosophe qui disait que la parole, c'est comme des pistolets chargés. Les mots sont comme des pistolets chargés. En fait, tu dis, mais tu ne sais pas comment l'autre le prend. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, à cause de la parole, il y a eu tellement de dégâts. Nous avons eu des constats de suicides. Parce que par la parole, il y a eu tellement de méchancetés qui sont sorties que... Ouais, aujourd'hui, on parle du harcèlement en milieu scolaire, par exemple, hein, ou du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Oui. Bon, évidemment que là-bas, c'est beaucoup plus l'écrit, mais avec aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles technologies, on peut faire des vidéos pour proférer des paroles pas très gentilles à l'endroit d'une personne. Oui, Shadrach, je te laisse terminer. Voilà, donc aussi en face de la parole, nous avons des personnes qui sont d'une sensibilité, je veux dire d'une sensibilité fragile. Parce que tu vas dire quelque chose dans le message subliminal qu'il va écouter, c'est pas vraiment ce que tu avais eu l'intention de dire. Et c'est comme on disait tout à l'heure, c'est ce qui cause vraiment des dégâts. Et aujourd'hui, nous avons même des gens qui disent que tu as été tellement méchant envers moi que je ne veux plus m'approcher de toi. Et tu te poses la question, que t'ai-je dit? Du coup, Novelli, comment éviter ça? Parce que Shadrach l'a dit, les paroles blessent et en général, on dit des choses sans forcément se mettre à la place de l'autre, de se dire comment l'autre va percevoir ce que je suis en train de dire. Du coup, comment éviter ça? Il faut faire quoi? Comme on dit chez nous en Afrique, tourner la langue 7 fois avant de sortir des mots? Ouais, comme disait mon grand-père, toute vérité n'est pas bonne à dire. Sous le coup de la colère, quelqu'un peut prononcer une parole qui met par exemple mal à l'aise son camarade. Oui, mais du coup, comment éviter ça? Avant de parler face à une situation, tu te mets d'abord à la place de l'autre. Si je dis, si par exemple je me mets à parler, dire une vérité à quelqu'un, comment la personne va prendre cette chose? Si je suis sous le coup de la colère, je dois d'abord me calmer. Parce que tout ce que je dirai à ce moment peut porter atteinte soit à la personne à qui je veux parler, ou encore pourrait
En fait... Non, mais se mettre dans une zone, voilà, une zone de confort où va se replier sur soi au point de rompre peut-être même toute communication avec toi. Ouais. Oui, et puis du coup, on peut laisser passer la colère parce que on peut aussi gérer nos émotions sous le fait de la colère. Je peux parler à quelqu'un, je peux dire telle chose ou je ne peux pas dire. C'est vrai que quand on est fâché, il y a des mots qui sortent sans le vouloir. Mais après, on se rend compte que j'ai blessé mon frère ou ma soeur, il faut que j'aille vers cette personne, demander pardon. C'est maintenant comment aller vers cette personne. On réfléchit, si je vais vers cette personne, comment elle va me recevoir. Plus qu'elle se dit que je lui ai peut-être blessé, je l'ai blessé autant pour moi, il faut que j'aille arranger les choses. Et souvent, quand on revient, on se sent rejeté parce que l'autre n'a pas vraiment pris ce que j'ai dit du bon côté. Oui, parce qu'en général, on a des... Ouais. Et Ruth, en général, on a, pour aller dans le même sens que Novelli, en général, on a des expressions qu'on reçoit souvent des autres. C'est souvent tes paroles m'ont blessé, ou nous-mêmes, en général, on se dit je ne pensais pas ce que je disais. Du coup, est-ce que toi, tu t'es déjà retrouvé dans une situation similaire? C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà, lors d'une conversation, balancé une phrase sans pourtant connaître la portée de cette phrase-là envers une personne, et puis derrière, tu as reçu comme retour ces phrases-là, ces expressions, tes paroles m'ont blessé. Si oui, comment tu as corrigé ça et comment tu t'es, toi, senti en étant la personne qui a blessé l'autre? Oui, je me suis déjà retrouvée dans beaucoup de situations similaires parce que déjà, à la base, je suis une personne très émotive. Lorsqu'on vient me dire quelque chose, je prends la chose et j'analyse pourquoi telle personne a dit ça, pourquoi c'est tel ton, pourquoi il a utilisé tel mot, pourquoi et tout. Et je suis très problématique parce que je vais prendre un mot de ça et je vais réfléchir, je vais faire de ça un problème. Et c'est compliqué. Ouais, c'est ce qu'on appelle sortir le mot de son contexte, en fait, en général. Ouais. Bon. C'est un peu ça, en fait. Mais lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation, c'est mieux de revenir en soi, surtout pour une personne très sensible. C'est souvent mieux de revenir en soi parce que des fois, on prend les choses tellement à chaud, on se dit, c'est mieux de revenir, de réfléchir, peut-être que la personne n'a pas voulu dire ça comme ça, ou du moins appeler la personne que, du coup, dire que voilà, ça ne m'a pas plu en fait. Parce que plus on garde la chose dans le cœur, ça va plus entraîner de l'animosité, plus des conflits et tout. C'est souvent mieux d'en parler du coup. D'accord. Ange, alors on se retrouve quelque part dans un dilemme, hein, si on se fie à notre thématique du jour, à quel point la parole peut être une arme dangereuse, mais on nous dit en général que lorsqu'on est face à un conflit, il faut communiquer. Et de l'autre côté, on nous dit communiquer, c'est parler. Et parler, quelque part aussi, ça peut être perçu comme une arme dangereuse. Comment justement se retrouver dans le juste milieu quand on nous dit de communiquer, que derrière on peut blesser quelqu'un en communiquant? Comment se retrouver là? Comment se retrouver le juste milieu? Déjà, comme vous l'avez dit, tourner sa langue 7 fois avant de dire quelque chose. Et entre jeunes, c'est souvent la plupart du temps chez les filles. Ouais. Parce que chez nous, les garçons, c'est... Non, c'est pas pour stigmatiser, hein, c'est pas pour vous stigmatiser, mais c'est un constat. Hein. C'est un constat de Ange, voilà, c'est un constat de Ange. Chez les hommes, on peut avoir un problème lundi. Mardi, on se dit, bro, c'est tranquille, cool, on va, c'est fini. Mais chez les filles, c'est un truc qui va prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Or, chez nous, chez les hommes, c'est assez cool. Pourquoi? Les femmes sont des êtres qui s'attachent sur des petits détails. Ouais, mais Ruth l'a souligné. Hein. Elle prend un petit mot et puis c'est fini. Elle va... Ouais, Ruth l'a souligné tout à l'heure. Donc, Or, nous, les hommes, on banalise. Généralement, on banalise le problème. Est-ce qu'on banalise vraiment ou bien on se dit... parce que c'est vrai que pardonner, c'est pas oublier. Pardonner, c'est plus fort. C'est simplement formater son cœur afin d'y introduire des données positives. Mais est-ce que réellement on le fait? Est-ce que réellement on pardonne? Ou bien on se dit, bon, on met de côté, mais c'est toujours là. Parce que mettre de côté, ça ne veut pas dire qu'on l'a totalement effacé, hein, c'est là. Et en général, entre nous, c'est-à-dire que demain, au bout d'une querelle, on peut toujours ressortir ça. Donc est-ce qu'on pardonne vraiment? Ou bien on se dit, voilà, on tourne la page sans réellement la lire? Déjà, pour mon cas, moi, je suis quelqu'un où je peux avoir un problème avec un ami aujourd'hui, il suffit que je dorme. Demain, quand je te vois, frère, c'est comment? D'accord. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps à m'attacher. Parce que, comme on dit, on a un petit temps sur la terre. Chez nous, quand on était petit, c'était comme ça. Tu te bats avec ton ami, ensuite vous partez jouer au ballon. Et ensuite, le problème se termine. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont rancuniers. Mais quand tu veux faire du bien, même s'il avait la rancune,
la rancune va partir petit à petit, et ensuite le problème disparaîtra. Novélie, pourquoi c'est plus long chez vous quand une personne vous blesse avec ses mots, avec ses paroles? Pourquoi la réconciliation est un peu longue? Pourquoi? La réconciliation est un peu longue parce que certaines femmes sont difficiles, elles ont des caractères difficiles et parfois pour comprendre, c'est aussi difficile parce que du coup, est-ce que par rapport à ça, loin de vouloir t'interrompre, ma chère Novélie, est-ce que par rapport à ça, on doit adapter notre discours en fonction du comportement, du caractère d'une personne, pour ne pas justement blesser, pour ne pas que ces paroles deviennent une arme dangereuse? Oui, on doit adapter nos caractères, nos paroles au caractère de certaines personnes. Et puis, je vais aussi ajouter que parfois, les paroles sont blessantes, mais c'est pour emmener aussi la personne à changer. Comme disait ma mère. Donc il faut quoi? Il faut choquer pour, oui, il faut choquer pour avoir une réaction. Quand la personne se sente seule, elle se pose des questions, elle culpabilise. Pourquoi mon frère m'a dit telle chose? Qu'est-ce qu'il voulait me dire? Est-ce que je suis gentille? Est-ce que je suis mauvaise? Il faut que telle chose change en moi. D'accord. Ces mots emmènent parfois les personnes. Si la personne avait un sale caractère, la personne va changer par rapport à la discussion qu'il a eue avec son frère ou sa sœur. Comme on le dit dans la Bible là-bas, que si tu as eu un problème, un conflit avec ton frère, avant que le soleil ne se couche, il faut que tu ailles demander pardon à ton frère parce que... Non, même au-delà de la religion, c'est même traditionnel, même dans la tradition au village, c'est pareil. Hein. Quand il y a une querelle au village, en général, le chef de village fait en sorte que cette querelle soit réglée avant que le soleil ne se lève. Oui, c'est pour apporter la paix et la tranquillité. Il y a un rappeur que j'aime bien qui s'appelle Youssoupha, qui dit que quand il y a un problème, on dit souvent que l'enfer, c'est les autres, c'est pas moi. C'est les autres, oui. Pourquoi? C'est d'ailleurs le titre de ces chansons, l'enfer, c'est les autres. Donc, la plupart du temps, quand il y a un problème, quand tu viendras écouter une personne, la personne tirera le drap de son côté, tu écouteras l'autre personne, la personne tirera le drap de son côté. C'est peut-être des personnes matures ou vraiment posées dans leur tête et se diront, bon, je fais le bilan, peut-être comme ce qu'on m'a dit, c'est vrai. C'est pourquoi tu verras que chez les jeunes, le problème, en fait, prend de l'ampleur à cause de ça. Parce que personne ne s'assoit pour dire que oui, quelque part, moi, j'ai fauté. Quelque part, personne. Tout le monde dirait que c'est la faute de X, c'est la faute de Y. C'est pourquoi, entre nous, les jeunes, c'est souvent chaud. Ouais. Et par rapport à ça, tu veux rebondir sur un truc, Novélie? Oui, vas-y. Comme il a parlé des hommes, les hommes, ils ne s'attardent pas trop sur les futilités. Ils se disent, bon, c'est arrivé, c'est entre nous, on laisse tomber, c'est cool. Mais chez nous, les femmes, on a souvent un comportement d'hypocrisie. Tu peux avoir une dent contre l'autre, tu ne la manifestes pas, mais tu vas voir une autre personne pour parler. Peut-être que c'est un manque de courage. Mais dans ce genre de situation, où quand il y a un conflit, c'est mieux d'appeler les deux personnes, écouter les deux parties, comme on fait au tribunal, écouter les deux parties et trancher l'affaire. Appeler une personne qui est plus âgée pour essayer de trancher l'affaire. Parce que nous, les femmes, on a tendance à jeter la faute sur l'autre. On n'a jamais tort, on a toujours raison. Et ça, en général, ça part, le désaccord part, comme notre ami Shadrach l'a souligné, ça part de la parole. Et on l'a dit encore, en Afrique, c'est en général le conseil qu'on a de nos grands-parents ou de nos parents, de manière générale, c'est que tournant la langue 7 fois avant de parler. Ça veut tout simplement dire qu'il faut choisir ses mots, bien choisir ses mots, réfléchir avant évidemment de sortir certaines paroles. Shadrach, je reste avec toi. Tout à l'heure, notre ami Ange a abordé une thématique, un point, a souligné un point très intéressant, un point aussi que j'ai souligné tout à l'heure. On parlait du harcèlement au milieu scolaire, on parle du harcèlement sur les réseaux sociaux et tu l'as également souligné. En général, ces mauvaises choses là conduisent des plus jeunes à l'extrême. Donc on a parlé du suicide ou encore à d'autres mots qui minent en tout cas cette jeunesse-là. Comment aujourd'hui renverser la donne? Est-ce qu'il faut organiser des campagnes de sensibilisation pour dire aux jeunes attention à ce que vous dites aux autres, parce que ce que vous dites aux autres peut avoir un impact négatif sur l'autre. Donc Comment organiser cette prise de conscience auprès des jeunes que nous représentons évidemment sur ce plateau de Génération News? Bon, c'est quelque chose qui
pour moi, est un peu difficile. Pourquoi difficile? Parce que généralement, celui qui est blessé a tendance à blesser. Celui qui est blessé a tendance à blesser. Ceux qui ont cette facilité-là de blesser, c'est souvent des personnes qui ont vécu d'une certaine façon ou qui ont vécu des choses dans leur passé. Et du coup, parce que, par exemple, moi, lorsque j'étais au Maroc, j'avais une amie qui était toujours sur la défensive. Peu importe ce que tu fais, peu importe les intentions avec lesquelles tu venais, pour elle, elle était sur la défensive parce que pour elle, elle voyait le mal venir. Donc, comment faire? Comment faire? Parce que c'est un phénomène qu'on ne peut pas éradiquer de suite. Oui, mais il y a quand même des pistes. Je veux dire, est-ce qu'il faut organiser des campagnes de sensibilisation chez les jeunes? Parce qu'évidemment, la parole, on parle tous les jours, on parle tout le temps. On est obligé de dire des trucs. Après, comme on l'a dit, il faut peut-être mesurer ce qu'on dit, la portée de nos propos. Mais chez les plus jeunes, chez les jeunes de manière générale, Ange l'a dit, parce que parfois on ne mesure pas ce qu'on dit. On sort des mots, ça sort comme ça sort. Et puis on ne mesure pas l'impact que ça peut avoir chez l'autre. Mais comment justement informer les jeunes en disant écoutez, faites attention à ce que vous dites parce que les paroles elles blessent et les paroles sont des armes dangereuses. Comment? Est-ce qu'il faut aller dans les salles de classe, proférer ou bien aller, on va dire, donner la bonne parole, hein, s'il faut rester dans le cadre purement religieux? Est-ce qu'il faut ça, Shadrach, aujourd'hui? C'est vrai que le travail il est difficile. Est-ce qu'il faut consulter les psychologues? Que faut-il faire aujourd'hui pour que ces cas de suicide qui sont en général liés à ce que les jeunes entendent de leurs camarades puissent en tout cas diminuer? Bon, comme je viens de le souligner tout à l'heure, il y a un grand souci sur lequel, parce que la plupart des jeunes déjà ont du mal à extérioriser ce qu'ils ont dans le cœur. D'accord. Donc peu importe les campagnes, peu importe les sensibilisations ou bien, par exemple, je prends un exemple, là, mon frère Ange veut me parler, je vais lui dire oui, ça y est, mon gars, ça va aller. Mais il ne sait pas ce qui se passe en réalité dans mon cœur. Donc, les campagnes et tout ce qu'on peut faire, moi, je pense que c'est un problème du cœur. C'est un problème du cœur parce que, comme il a souligné tout à l'heure, il y a des gens qui sont vraiment rancunieux, peu importe ce que vous allez dire. Parce que j'ai rencontré des personnes qui m'ont clairement dit que lui et moi, jusqu'à la mort. Par exemple, tu poses la question, qu'est-ce qu'il t'a fait? Mais quand il te sort même le motif, tu dis, mais attends mon frère, mais ça c'est un problème, en 5 minutes c'est passé. Oui, mais c'est peut-être parce que lui, dans sa position, il a mal perçu les paroles qui ont été balancées par Justement, ça, il a mal perçu, mais par exemple, M. Régis vient, il essaie de concilier les deux. On donne l'impression à M. Régis qu'on a écouté, mais après, pourquoi ça demeure? Donc Ruth, le travail, il est difficile, le combat aujourd'hui, en ce qui concerne ces phrases qui détruisent des vies, tout simplement. Parce que comme on l'a dit, quand on parle d'une arme, l'arme ôte aussi la vie et la parole aussi, malheureusement, ôte des vies aujourd'hui. On l'a parlé, ces jeunes qui se donnent la mort à cause de ces paroles qui blessent. Donc du coup, le combat, il est un peu difficile aujourd'hui pour limiter le phénomène. Oui, le combat, il est assez difficile parce que déjà, quand on prononce une parole sur une personne, on s'attend à provoquer une certaine émotion chez celle-ci. Et du coup, on se dit que bon, la personne en face va prendre ça de telle ou de telle manière. Or, comme il a dit, tu ne connais pas l'intérieur de la personne, ni sa sensibilité, ni comment elle prend tel ou tel mot en fait. Donc, c'est assez compliqué. Et pour revenir au harcèlement, il faut faire des campagnes de sensibilisation et tout. Mais la personne qui subit l'harcèlement, c'est souvent mieux d'en parler du coup. Une fois tu reçois des messages ou des paroles et tout, c'est souvent mieux d'en parler parce que plus on garde ça et cela nous pousse, comme vous l'avez dit, au suicide. Ouais. Et c'est assez catastrophique. Ouais. Oui, Ange? Pour mon point de vue, déjà, la méchanceté sur la terre depuis longtemps. Si on prend la religion, depuis que chez nous les chrétiens on dit Ève, chez les musulmans on dit Hawa, avait croqué et que Adam a croqué, le mal est sur la terre. Ça ne va pas disparaître maintenant. La méchanceté fait partie de l'homme. Même mon frère Shadrach aujourd'hui peut dire qu'il est gentil. Il y aura un moment où la méchanceté est là. Mais je suis d'accord, mais revenons sur la thématique, en parlant de parole, on peut être perçu comme étant une bonne personne, voilà, une personne philanthrope et tout le reste. Mais est-ce que, moi la question que j'ai envie de savoir, que je vous pose à vous, à toi mon cher Ange, est-ce qu'en général on est conscient de ce qu'on dit
en général? Parce que on peut parler, moi je peux parler aujourd'hui et tout de suite je vais peut-être faire une référence à ton physique et tout de suite ça va te blesser. Mais est-ce que moi peut-être je peux le dire sous un ton ludique, juste pour rigoler, et toi tu vas peut-être mal percevoir la chose. Donc est-ce qu'en général on est conscient de ce qu'on dit ou non? Pas du tout. Ça dépend. Entre jeunes, il y a des moments où c'est juste des blagues. Ouais. On rigole. Mais il y a aussi le cas de la colère. Comme on dit, la colère est une courte folie. Souvent, c'est une folie. Et ensuite, tu te rends compte, merde, qu'est-ce que j'ai dit? Et c'est à ce moment-là, mais c'est trop tard, le truc, il est sorti. C'est surtout ça. Mais à propos de la parole, il y a 3 éducations, normalement, qui doivent être mises en place pour régler ça. Il y a les parents à la maison. Ouais. Il y a l'église ou la mosquée, bon, la religion, si on peut appeler ça comme ça. Et ensuite, il y a l'école. Normalement, parce que moi, en primaire, je faisais éducation civique et morale. Ouais. On ne parle pas mal aux autres, on ne blesse pas. Mais ça n'a pas servi. Quand vous allez faire éducation civique et morale, dehors, il y a une bagarre. Donc, ça ne réglait rien. Parce que l'homme, il est comme ça. L'homme, il est comme ça et ça ne va pas changer. D'accord. Les paroles blessent Novelli, on l'a souligné sur ce plateau. On a tous, à un moment donné, offensé une personne sans le vouloir, hein, parce qu'en général, on sort des mots sans pour autant mesurer la portée de nos propos, au point où ça peut heurter la sensibilité d'une personne. On l'a dit, la parole est peut-être aujourd'hui, sinon considérée comme une arme dangereuse, parce que voilà, malheureusement, cette parole arrive à détruire des vies. Est-ce que aussi, parce qu'en général, c'est la personne blessée en fait, qui a parfois du mal à... Qui tout de suite va vouloir rompre la communication avec toi parce que la personne a été blessée. Mais comment tu perçois l'inverse? C'est-à-dire si la personne blessée décide pour le coup de revenir vers toi et de te dire « Écoute Novelli, j'ai pas aimé ta manière de parler », est-ce que tu préfères que la personne soit directe avec toi dans ce sens ou bien que la personne prenne ses distances et que c'est à toi de décoder le message à travers la distance que effectivement la personne n'a pas apprécié tes propos? Tu préfères le côté direct ou l'acte qui doit ensuite, toi, te pousser à comprendre? Pourquoi? Je préfère l'acte qui doit me pousser à comprendre. Cela me permettra de modérer mes propos la prochaine fois. Tu préfères pas que la personne vienne te dire directement « Novelli, j'ai pas apprécié ta manière de me parler, tes paroles n'étaient pas bonnes ». Tu préfères pas ça, tu préfères que la personne prenne ses distances et c'est à toi de comprendre « Ah, ça fait 2 jours, ma copine ne m'a pas appelé, qu'est-ce qui ne va pas ?» Et puis la copine te dit « Ah tiens, mais parce que j'ai pas… » Ou bien c'est à toi de comprendre « Ah tiens, mais peut-être que dans le discours, j'avais blessé. » Je disais sur le coup que c'est mieux que la personne vienne vers moi directement. Voilà, d'accord. Parce que moi, je suis comme ça, quand j'ai blessé quelqu'un, je vais vers la personne, je sais que j'ai mal parlé. Je présente mes excuses et je dis que, en fait, je n'avais pas l'intention de te blesser, c'est sorti parce que je t'ai fâché, mais je te présente mes excuses, et puis après, l'affaire prend fin, on oublie tout. D'accord. Alors Ange, Youssoufa, en parlant de Youssoufa, oui, parce que nous aussi on l'aime, Youssoufa, qui est aujourd'hui installé du côté d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Youssoufa disait dans l'une de ses chansons aussi qu'en fait, quand on parle de la parole, en fait, c'est que la parole nous rapproche des gens et la parole nous éloigne également des gens. Le plus important, c'est de savoir quoi dire et à qui de dire. Et toi, tu es dans cette logique-là aussi? Oui, je suis dans cette logique-là parce que la parole peut encourager ou décourager. La parole peut rabaisser ou élever. Ça veut dire que ça dépend de la personne qui l'utilise. Comme on dit, la parole est une arme. Ça dépend de quelle manière tu l'utilises. Le couteau, on peut l'utiliser pour cuisiner, mais on peut l'utiliser aussi pour faire autre chose avec, ouais. D'accord. Donc, voilà, c'est pareil avec la parole. Ça dépend de qui l'utilise et à quelle fin. D'accord. Oui, parce que, après, évidemment, quand on parle de parole, pourquoi c'est une arme aussi? Alors, on va revenir sur un autre point, ma chère Ruth. Il l'a dit tout à l'heure, ça dépend de qui l'utilise. Et en parlant du qui, on va revenir sur les manipulateurs, sur les démagogues. En général, ces personnes utilisent la parole aussi pour manipuler. Du coup, on a vraiment l'impression que c'est vraiment une arme, Ruth. On manipule les gens avec la parole, les démagogues, les personnes viennent nous vendre du rêve avec la parole. Et ça, en quoi ça devient un autre danger, Ruth? Oui, bien sûr. On peut le voir aujourd'hui avec
le marketing, ouais. D'autres qui viennent te vendre un certain produit. Bon, on ne va pas dire que nos amis marketeurs sont des démagogues, mais après, oui. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est ce qu'on appelle les techniques de manipulation, oui. Ça existe, hein, voilà, aussi bien chez nos amis marketeurs que dans d'autres secteurs d'activité. Oui. Donc oui, c'est pas péjoratif, t'inquiète. Ouais. Oui, il y a, on va dire, les mots accrocheurs, ouais. Des mots il sait en lui que quand il va prononcer, ça va susciter en l'autre une certaine émotion, une certaine envie d'acheter le produit et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a aussi d'autres, je ne vais pas parler de politique ici, non, mais il y a aussi des effets de foule. Donc, ouais. Il y a des mots, des expressions que l'on prononce pour pousser à l'acte, en fait. Donc, c'est un peu ça, oui. D'accord. Shadrach, la parole, évidemment, nos amis manipulateurs. Du coup, oui, comme je l'ai dit, ça devient une arme. Mais comment se protéger de cette arme? Je veux dire, en ce qui concerne, par exemple, elle parlait de bain de foule, elle parlait justement de nos amis qui nous vendent des produits et tout le reste, hein, même si, évidemment, je le réitère, on ne tire pas boulet rouge chez nos amis marketeurs. C'est des techniques de vente, effectivement. La manipulation, ça fait partie d'une technique de vente. Mais comment se protéger? Parce que notre ami Ange l'a souligné, en fait, c'est qu'il y a des gens qui utilisent la parole, ça dépend de qui utilise la parole. On parle tous, mais pas pour la même utilisation, la même, on va dire, le même message qu'on veut porter derrière. Mais nos amis démagogues, eux, ils ont un message, ils ont quelque chose à prendre derrière au travers de la parole. Du coup, si c'est une arme, comment toi tu fais pour avoir ton bouclier, ton gilet pare-balles, pour se protéger de ces balles de nos amis démagogues à travers la parole? Est-ce que tout de suite, tu dois cerner d'abord la personne pour savoir est-ce que cette personne-là est pertinente? Est-ce que cette personne-là est vraiment une personne, on va dire, entre guillemets, une bonne personne? Et c'est à partir de là que tu commences à aimer, apprécier ce qu'il dit, ou bien tout de suite, tu te dis, bon, lui, entre guillemets, c'est un démagogue. Donc, je ne suis pas intéressé par ce qu'il va dire au travers de son discours. Déjà, pour parler des armes contre cette manipulation, moi, pour prendre l'exemple sur moi, j'observe beaucoup. D'accord. J'observe beaucoup et d'après les remarques qui m'ont été faites, c'est que je suis comme dur. C'est-à-dire, vous pouvez me dire quelque chose, je vous donne l'impression que je ne suis pas avec vous. Mais après, je vais revenir. Donc, parce que les manipulateurs, c'est... j'ai eu la chance d'observer un peu. Les manipulateurs, ils ne se jettent pas pour se jeter, non. Ils étudient l'environnement, ils étudient par exemple la personne. Ils savent que tel... Parce que le manipulateur, il a un aspect psychologique. Il sait que si je te dis le comportement, ceci, par exemple, tel peut être ta réaction, tu vois. Mais quand il vient devant toi, il parle, il sent que lui, non, je n'arrive pas, il n'est pas accessible. Ouais. Donc, il n'est pas accessible. Du coup, c'est quoi? C'est d'avoir un visage fermé pour tout de suite montrer que je ne suis pas intéressé par ce que vous dites, ou bien c'est laisser la personne parler et c'est à la personne elle-même de se rendre compte que, ah non, je suis en train de prêcher dans le vide là. C'est un peu ça ce que tu viens de dire, c'est qu'à travers ton comportement, la personne comprend que tu n'es pas accessible. Oui, ouais. À travers le comportement. Bon, après aussi, il faut laisser parfois la personne aller quand même au bout de ses idées. D'accord. Après, voilà. Après, tu lui dis aussi clairement ce que tu penses. Parce que la manipulation, c'est quoi? Quand quelqu'un vient vers toi, la première réponse que tu lui donnes, c'est comme une clé. Ouais. Si tu es ferme, il ne pourra plus. Mais si tu es... En fait, tu n'es ni ferme, mais tu as des contours. Et en fait, c'est la personne elle-même justement de comprendre. Les amis, malheureusement, je vais t'interrompre, mon cher Shadrach, parce que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça allait très vite, oui, je vous le concède, les amis. En tout cas, merci à notre ami Ange d'avoir participé à Génération News. Vous êtes étudiant en comptabilité et gestion. Ça a été un plaisir de te recevoir sur ce plateau de Génération News. On remercie également Ruth, vous êtes étudiante en journalisme et communication. Très heureux de t'avoir reçu sur ce plateau de Génération News. Shadrach, ça a été un plaisir, hein, c'est vrai, ça allait très vite. Vous êtes étudiant en droit des affaires, merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Et on termine avec notre amie Novélie, étudiante en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.